On a fait croire à l'humanité qu'elle possédait une vision claire, mais c'est loin d'être le cas. Ce que l'on appelle la vision n'est qu'une perception externe, superficielle, soigneusement filtrée et façonnée par un système qui n'a jamais voulu que les gens découvrent ce qui se cache derrière le voile visible. Dès la petite enfance, les individus se sont appuyés sur leurs 5 sens, comme s'ils étaient enfermés. On ne leur a jamais parlé de l'existence d'un 6e. Et ce n'est pas le fruit de l'imagination, mais une partie de l'anatomie humaine. Profondément dans le cerveau de chaque personne est cachée la clé d'une perception profonde. On n'a jamais appris aux gens à utiliser ce qu'on appelle le 3e œil. Ce n'est pas une absurdité spirituelle ni un mysticisme vague, c'est une réalité. Et il a été délibérément désactivé. L'être humain naissait avec lui ouvert, intuitif, conscient, connecté à la réalité authentique, mais il a été progressivement et méthodiquement supprimé, par des actions chimiques, des pratiques routinières, des distractions constantes et des moqueries. L'organe de perception le plus clair s'est retrouvé enfoui sous des couches de bruit informationnel et de méfiance générale. Mais voici la vérité, il est toujours là, silencieux, intact, attendant son heure. Et une fois activé, tout changera. Plus rien ne paraîtra comme avant. Au centre du cerveau humain se trouve une minuscule glande, pas plus grande qu'un grain de riz, mais son potentiel dépasse de loin tout ce qui a jamais été dit sur la perception humaine. C'est la glande pinéale. Beaucoup en ont entendu parler, mais presque personne ne comprend sa véritable fonction. Et ce n'est pas un hasard. Des civilisations anciennes à la science moderne, cette glande a toujours été perçue comme bien plus qu'une simple horloge biologique. Les Égyptiens la représentaient comme un œil. Dans l'hindouisme, elle est le centre de la perspicacité spirituelle, tandis qu'en Occident, elle est décrite comme mystérieuse et insignifiante dans les manuels de biologie. La vérité est que la glande pinéale est un récepteur biologique intégré. Elle régule les cycles temporels et perçoit la réalité au-delà des 5 sens. Très sensible à la lumière, elle synthétise la mélatonine, régulant le rythme circadien et le sommeil. Sa structure est exceptionnelle. Elle contient des cellules photoréceptrices, comme de vrais yeux. Chez certains animaux, elle fonctionne littéralement comme un 3e œil, visible à la surface de la tête. Chez les humains, elle est cachée, mais n'a pas perdu sa fonction. Quand elle est active, on ressent des impulsions intuitives subtiles, on capte des schémas cachés, on déchiffre le langage symbolique et on reçoit des téléchargements. Une connaissance sans processus linéaire. Ce n'est pas de la fantaisie, mais le signe que le système nerveux est utilisé d'une manière inédite. Alors, pourquoi en parle-t-on si peu? Pourquoi cette partie du corps, sacrée pour la connaissance ancienne et l'expérience humaine, est-elle devenue une glande insignifiante? Parce que la capacité de perception véritable représente une force colossale. Si les gens voyaient la vérité derrière les illusions quotidiennes, ils cesseraient de se laisser influencer. S'ils savaient lire les subtils schémas énergétiques de la réalité, il deviendrait impossible de les manipuler. C'est pourquoi la glande pinéale est une menace directe pour le système de contrôle existant. Un esprit éveillé commence à poser des questions inconfortables. Une âme connectée à la vérité ne se soumet pas aux diktats de la peur. Si les gens avaient accès à tout le spectre de la perception, le besoin de médiateurs, médias, religion ou approbation externe disparaîtrait. Ils commenceraient à faire confiance à leur sagesse intérieure et profonde. C'est pourquoi, lentement mais délibérément, cette glande a été ignorée, ridiculisée et, plus inquiétant encore, attaquée de manière ciblée. Mais nous y reviendrons plus tard. Tout ce qui est dit ici n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a des choses qu'il est impossible de discuter sur les plateformes publiques. La glande pinéale est importante non seulement pour la santé, mais aussi pour la liberté humaine. Quand elle est en état de dormance, l'être humain ressent un manque, comme s'il vivait une vie qui ne lui appartenait pas. Cet engourdissement, cette aliénation, n'est pas un défaut de personnalité. C'est un symptôme, un sens déconnecté qui donne profondeur et richesse à la perception de la réalité, permettant de ressentir la vérité même sans preuve rationnelle. La science rattrape progressivement son retard. Les scanners cérébraux montrent des changements chez les méditants profonds. L'EEG enregistre la synchronisation des hémisphères chez ceux qui activent la glande pinéale par la respiration et la concentration. Les connaissances anciennes n'étaient pas erronées, juste en avance sur leur temps. Si la glande pinéale est l'antenne, le 3e œil humain, il est logique que tout ait été fait pour bloquer le signal. Non pour aider, mais pour maintenir l'inconscience. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Car si les gens commençaient vraiment à voir avec tout leur esprit, ils ne se contenteraient pas de s'éveiller. Ils sortiraient du jeu imposé, des récits, du bruit informationnel, des systèmes basés sur leur inconscience. C'est ce qu'ils craignent le plus. Si la glande pinéale est la porte vers un niveau supérieur de perception, ce qui se passe quand cette porte est scellée n'est pas une simple métaphore, mais une dure réalité.
C'est ce qui s'est déjà produit et continue de se produire pour des milliards de personnes à travers le monde. Et ce n'est pas que la glande tombe en panne naturellement, elle est soumise à des attaques ciblées. La guerre pour la conscience humaine n'est pas menée avec des armes, mais avec la chimie, les fréquences et le silence. La glande pinéale, le troisième œil de l'homme, est sous attaque continue, et le monde dans lequel les gens vivent est un véritable champ de bataille. Commençons par le fluor. Il est présenté comme une panacée pour la santé, ajouté à l'eau potable, affirmant qu'il protège les dents, améliore le bien-être et prévient les maladies. Telle est la doctrine officielle. Mais il y a une autre histoire, cachée derrière des couches de recherche scientifique, de refus gouvernementaux et de l'anxiété ressentie par quiconque commence à poser des questions. Le fluor s'accumule dans la glande pinéale plus que dans presque tout autre organe. C'est scientifiquement prouvé, non par des blogs ésotériques, mais par de véritables études. Avec le temps, le fluor provoque la formation de dépôts de calcium autour de la glande. Ce processus est appelé calcification. La glande devient dure, perd sa sensibilité naturelle et se coupe progressivement de la perception non physique. En d'autres termes, c'est comme bétonner une antenne et ensuite s'étonner qu'elle ne capte plus rien. Bien sûr, cela n'est pas mentionné dans les établissements d'enseignement, il n'y a pas de publicité sociale à ce sujet. Mais il suffit de regarder les faits. Les pays où la fluoration de l'eau est la plus massive s'enfoncent simultanément dans un abîme de distraction, de conformisme et de troubles mentaux croissants. Coïncidence ou effet secondaire d'une stratégie soigneusement planifiée, dont le but n'est pas d'améliorer la santé, mais d'affaiblir la clarté de la perception? Il convient de se demander, s'il y avait un désir que le peuple soit obéissant, facilement gérable et coupé de ses capacités supérieures, ne serait-il pas illogique d'endommager la partie du cerveau qui permet de voir à travers le voile des illusions? Mais le fluor n'est qu'une des nombreuses couches. Ajoutez à cela les champs électromagnétiques quotidiens, Wi-Fi, 5G, smartphone, Bluetooth 24 juillet. La glande pinéale est très sensible à l'activité électromagnétique. Elle réagit aux fréquences naturelles de la Terre, comme la résonance de Schumann, mais aussi aux artificielles. Il en résulte des troubles du sommeil, une intuition confuse et un système nerveux surchargé, rendant une véritable paix intérieure presque impossible. Examinons maintenant le régime alimentaire. Le régime moderne est fait de conservateurs, d'additifs synthétiques, de colorants artificiels. Presque rien de tout cela ne soutient la glande pinéale. Au contraire, cela supprime ses fonctions, l'encrasse, la ralentit et la désactive de fait. Le corps est occupé à digérer les déchets toxiques et la conscience se perd dans un bruit incessant. Pas de silence, pas de clarté, pas de vision. Et si quelqu'un pense que c'est un hasard, il devrait y repenser. Il existe une industrie de plusieurs billions de dollars construite sur l'incapacité des gens à penser clairement. Les entreprises pharmaceutiques proposent des médicaments pour soulager les symptômes causés par le régime alimentaire et l'environnement qu'elles soutiennent elles-mêmes. Les entreprises médiatiques entretiennent la dépendance aux courtes vidéos et aux stimuli infinis, réduisant leur concentration et saturant le cerveau de composés chimiques de stress. Et pendant tout ce temps, la seule partie du cerveau conçue pour se connecter à quelque chose de plus profond devient rigide, est ridiculisée et ignorée. Ce n'est pas de la science-fiction, mais un domaine scientifique dans lequel on ne veut plus investir. Car plus les gens commenceront à poser des questions sur la glande pinéale, sur le fluor, sur les fréquences, plus il y aura de fissures dans le mensonge global. Et une fois qu'il y aura suffisamment de fissures, toute cette illusion soigneusement construite commencera à s'effondrer. L'éveil n'est pas impossible, mais extrêmement inconfortable, non pas pour les gens eux-mêmes, mais pour ceux qui cherchent à les contrôler. Car une société remplie d'individus qui font confiance à leur voix intérieure, posent des questions et ne prennent pas tout pour argent comptant, qui sont capables de voir à travers le brouillard du mensonge, de telles personnes sont impossibles à contrôler. On ne peut pas leur vendre un autre substitut bon marché de la réalité. On ne peut pas les intimider jusqu'au silence. On ne peut pas les satisfaire avec des doses éphémères de dopamine ou de 20 slogans bruyants. Ils voient trop de choses. Voilà pourquoi le troisième œil humain a été contraint de se fermer. Non pas à cause de son inutilité, mais précisément parce qu'il fonctionne efficacement. Les gens n'ont pas seulement été dissuadés de l'utiliser, on leur a appris à en avoir peur. Il convient de réfléchir. Dès le moment où ils ont commencé à poser des questions, on leur a appris ce qu'ils ne devaient pas croire. Tout ce qui ne peut être mesuré avec précision, vendu ou démontré sous les lumières vives des panneaux publicitaires, a été catégoriquement déclaré absurde. L'intuition a été réduite au niveau de spéculations ésotériques, les quêtes spirituelles à des superstitions et la perspicacité intérieure à des fantasmes délirants. L'humanité a été habituée à ne faire confiance qu'à ce qui peut être décomposé et analysé, ignorant ce qui ne peut être que ressenti. Cependant, une question légitime se pose. À qui profite une telle hiérarchie des priorités? Une telle situation n'a pas toujours existé. Dans les civilisations anciennes,
La connaissance intuitive était vénérée comme la forme la plus élevée d'intelligence. Souvent, le prêtre, le mystique et le savant étaient une seule et même personne, incarnant une unité harmonieuse des différents aspects de la connaissance. L'esprit n'était pas artificiellement divisé. Logique et intuition n'étaient pas antagonistes, mais des alliés inséparables. Cependant, à un certain moment, des changements radicaux se sont produits. Une nouvelle vision du monde a élevé l'obéissance et la discipline stricte au-dessus de la recherche intérieure et de la connexion profonde avec soi-même. Progressivement, la méthode stricte a supplanté le mystère, et les enseignements dogmatiques ont remplacé l'expérience personnelle et directe. La société a été imprégnée de l'axiome « ce qui ne peut être vu n'existe pas ». Mais c'est précisément dans l'invisible que réside la véritable force. C'est pour cette raison qu'elle a été si soigneusement cachée. La vision intérieure ne requiert aucune permission ou approbation externe. En s'y connectant, l'individu n'a plus besoin d'experts pour lui dicter ce qu'est la réalité. Il n'a pas besoin d'institutions pour confirmer la justesse de son chemin de vie. La personne devient autonome et par conséquent dangereuse pour le système. Au lieu de développer cette capacité innée de perception intérieure, le système a délibérément inondé la conscience des gens d'innombrables distractions. Lumières éblouissantes, flux médiatiques en constante évolution, divertissements incessants, opinions habilement déguisées en faits et croyances présentées comme des vérités incontestables. Et l'être humain, autrefois ouvert et curieux, a été habitué à chercher à l'extérieur ce qui a toujours résidé en lui-même. Les systèmes éducatifs ont également joué un rôle destructeur. Les écoles n'enseignaient pas les états de conscience modifiés, ni n'apprenaient à écouter la sagesse du corps. Au lieu de cela, les établissements visaient la mémorisation mécanique, la répétition irréfléchie et l'obéissance inconditionnelle. Le programme n'était pas destiné à éveiller la conscience. Son véritable objectif était la contrainte. La pensée critique n'était autorisée que dans des cadres strictement définis. Dépasser ses limites rendait l'individu difficile, inattentif, désobéissant et en substance ingérable. La religion, qui conservait autrefois les anciens symboles de l'éveil, a été transformée en un système hiérarchique basé sur la culpabilité. Les pratiques mystiques ont été interdites. L'expérience directe du divin a été déclarée hérésie. Et voilà que soudain, le sacré est devenu accessible exclusivement par des intermédiaires autorisés. Par le clergé, par le livre sacré, par le lieu de culte. L'être humain ne pouvait plus se tourner vers l'intérieur. Il devait passer par eux. Même la notion de « troisième œil » a été déformée. Il suffit de la prononcer à voix haute pour constater à quel point un silence gêné s'installe rapidement. Quelqu'un lèvera les yeux au ciel, quelqu'un ricanera, quelqu'un se retirera simplement. Et cela ne se produit pas parce que les gens comprennent le vrai sens de ces mots, mais parce qu'ils ont été entraînés à craindre ce qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas une simple habitude sociale, c'est le résultat d'une ingénierie psychologique ciblée. La moquerie est une arme de suppression des plus puissantes. Il suffit de faire en sorte que les gens se moquent de quelque chose assez longtemps, et ils ne s'en approcheront jamais assez pour voir ce que c'est réellement. Mais sous toutes les étiquettes imposées et les peurs instillées, la vérité demeure inchangée, le troisième œil est réel. La perception humaine n'est pas brisée, elle est simplement plongée dans un sommeil profond. Et quel que soit le bruit que fait le système, à l'intérieur de chacun résonne encore une voix qui possède la connaissance. Il a toujours su. Cette impulsion à peine perceptible, cette attraction intuitive, cette soudaine étincelle de compréhension qu'on a appris à ignorer, c'est un signal. Un signal qui essaie toujours désespérément de percer le fouillis des interférences. Et plus longtemps une personne ignore cette voix intérieure, plus elle devient silencieuse, jusqu'à ce qu'un jour arrive le moment où elle ne se contentera plus de ne pas faire confiance à son intuition, mais commencera à en avoir peur. Et quand cela se produit, le système l'emporte, car il n'a plus besoin de forcer au silence. La personne le fera elle-même. Il ne s'agit pas seulement de fluor et de fréquence ici, il s'agit de foi. S'ils sont capables de façonner les idées sur le possible, ils n'ont pas besoin de contrôler le corps. Ils possèdent déjà l'esprit sans partage. La plus grande façon de limiter une société n'est pas l'usage de la force brute, mais la manipulation de la perception. Laissez les yeux fermés, et la personne ne remarquera jamais qu'elle est dans une cage. Scellez le troisième œil, et elle ne se demandera jamais ce qui se trouve au-delà de l'illusion imposée. Mais voici le secret qu'ils n'ont jamais voulu révéler. Il suffit d'un instant de vision claire, d'un regard perçant, et le sortilège commence à s'effondrer. Le monde ne semble plus le même, et la personne non plus. Quand le troisième œil commence à s'ouvrir, quelque chose d'étonnant se produit. Ce n'est pas un événement dramatique, mais un changement silencieux, à peine perceptible, semblable à un lointain bourdonnement qui a toujours été là, mais qui devient soudainement distinct. On commence à remarquer ce qui échappait, motifs subtils, sensations énergétiques, coïncidences trop précises. Des pensées qui ne semblent pas tout à fait les siennes commencent à venir.
comme si le tissu même de la vie commençait à parler directement, et pour la première fois, la prise de conscience arrive. La réalité n'est pas ce qu'on a enseigné. Elle est multicouche, flexible et vivante. La plupart des gens croient que la perception s'effectue exclusivement par les 5 sens traditionnels. Cependant, ce n'est qu'un niveau superficiel de conscience. Le troisième œil permet de ressentir ce qui n'est pas évident. Il donne un sens au schéma que l'esprit conscient ne peut saisir. Il relie des points disparates plus rapidement que la pensée logique. Il apporte de la clarté au chaos. Et le plus important, il donne la possibilité de ressentir la vérité, même quand personne d'autre ne la voit. On commence à se réveiller la nuit à des heures inhabituelles avec des idées qui semblent venir de l'extérieur. On ressent une attraction inexplicable vers de nouvelles informations, de nouvelles personnes, de nouveaux concepts. Et ce n'est pas par ennui, mais parce que quelque chose à l'intérieur nous guide. On peut appeler cela intuition, connaissance intérieure, cohérence. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la perception commence à s'élargir. On cesse d'être un observateur passif. On entre dans un dialogue actif avec la réalité elle-même. Et voici ce qui est le plus inquiétant. Quand le troisième œil s'ouvre, les illusions du monde ne deviennent pas seulement perceptibles, elles deviennent insupportables. Les conversations vides, le défilement infini des réseaux sociaux, l'artificialité de l'espace médiatique, les routines factices, tout cela commence à être ressenti comme un bruit assourdissant. On commence à désirer le silence, l'union avec la nature, une connexion authentique. Le système nerveux n'accepte plus le chaos, il aspire à la cohérence. Et on ne peut plus faire semblant. C'est le début du vrai changement. Et ce n'est pas une absurdité spirituelle, c'est mesurable. Des études montrent que les personnes en état de méditation profonde entrent dans des rythmes cérébraux où les 2 hémisphères se synchronisent. Cette cohérence neurologique conduit à des éclairs de génie, des visions et une clarté intuitive qui ne sont pas le résultat de la pensée logique. Elle vient d'une connexion à quelque chose de plus grand. Il convient de réfléchir. Le cerveau humain est un système électrique complexe, la glande pinéale est un capteur magnétique sensible, et les pensées sont des fréquences spécifiques. Et quand une personne est en état de cohérence, elle ne fait pas seulement que recevoir des signaux, elle les émet aussi. Cependant, la société ne prépare absolument pas à cela. Il n'existe pas d'instruction sur ce qu'il faut faire quand on sent soudain que la réalité est plus fluide que solide, quand le temps se plie, quand des idées apparaissent comme de nulle part, quand on ressent une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que sa propre vie. On essaie d'expliquer cela aux autres, mais les gens ne comprennent pas, non pas parce qu'on a tort, mais parce qu'ils n'ont pas encore vu. Et c'est là que commence le chemin difficile. Parce que voir avec le troisième œil, ce n'est pas convaincre les autres, c'est se faire confiance, même quand il serait plus simple de rester dans l'ignorance. C'est pourquoi tant de gens reculent. Ils ne voient qu'un aperçu de la vérité, ressentent quelque chose de plus grand et retournent dans leur zone de confort habituelle. Parce que l'éveil est inconfortable. Il détruit tout ce en quoi on croyait. Il force à revoir les fondements même de la vie. Il brûle les illusions. Et parfois, cela signifie la perte d'une sécurité illusoire dans l'ignorance. Mais une fois qu'on commence à voir, on ne peut plus ne pas voir. Les illusions ne se recollent pas. Le bandeau sur les yeux ne revient plus. Et voici la vérité qu'ils ne diront jamais. Au moment même où l'on commence à vraiment voir, on commence à vraiment vivre. On cesse de fonctionner en pilote automatique. On commence à remarquer des synchronicités qui nous échappaient auparavant. On comprend que la réalité nous chuchotait tout ce temps et qu'on ne savait juste pas comment écouter. Et maintenant, on commence enfin à entendre. À l'intérieur de chaque être humain se trouve actuellement une substance capable de changer la perception de tout, non pas au sens métaphorique, mais littéral. Elle s'appelle DMT. Dans certains cercles, on l'appelle la molécule de l'esprit. C'est l'un des composés naturels les plus puissants connus de l'humanité. On le trouve dans les plantes, les animaux et, oui, dans le corps humain. Mais voici la partie dont on ne parle pas. Le cerveau pourrait le produire en ce moment même dans cette glande que des générations de personnes ont ignorée, la glande pinéale. Et ce que fait cette substance est tout simplement étonnant. Les personnes ayant expérimenté le DMT décrivent des visions vives, des expériences hors du corps, une sensation d'intemporalité, un contact avec une intelligence supérieure. C'est ainsi qu'elle le caractérise. Ce n'est pas une sensation floue, c'est un changement complet de perception où les frontières entre le corps, le temps et la personnalité disparaissent. Et même si l'on ne croit pas que ces expériences soient réelles, le fait est là, quelque chose se produit. Et cela indique un niveau de conscience qui dépasse de loin ce que la science traditionnelle ose expliquer. Le monde antique possédait déjà cette connaissance. Les peuples autochtones du monde entier ont utilisé des plantes contenant du DMT dans des rituels sacrés pendant des siècles. Ayahuasca en Amazonie, mélange à priser en Amérique centrale, diverses herbes en Afrique et en Asie. Ce n'était pas un divertissement. C'était des outils d'initiation,
des portes vers des dimensions supérieures de conscience. Ils étaient utilisés pour atteindre l'illumination, la clarté, la guérison et la connexion avec le monde invisible. Et maintenant, dans le monde moderne, ces pratiques sont ridiculisées, criminalisées ou réduites à une rébellion de sous-culture. Pourquoi ? Parce que si une personne peut accéder directement à la vérité sur elle-même, sur sa réalité, sur sa connexion avec tout ce qui existe, elle devient moins dépendante du contrôle externe. Elle commence à poser d'autres questions. Elle devient inconfortable. Et soyons clairs, ce n'est pas un appel à la consommation de substances. Il n'est pas nécessaire de prendre quoi que ce soit pour atteindre ces états. Le corps humain est déjà capable de produire du DMT naturellement, surtout pendant la méditation profonde, les pratiques respiratoires, les expériences de mort imminente et même pendant le sommeil. Il convient de réfléchir. La biologie humaine elle-même est conçue pour l'éveil. La glande pinéale est peut-être le pont qui relie les dimensions physiques et non physiques de l'existence. Et pourtant, ce pont est délibérément laissé à l'abandon, affecté par des substances chimiques, et son existence est déclarée absurde. Car si les gens réalisaient que tous les outils pour l'expansion de la conscience sont déjà en eux, que cesseraient-ils de chercher dans le monde extérieur ? La science ne fait que rattraper les connaissances anciennes. Les chercheurs se tournent de plus en plus vers l'étude du lien entre le DMT et la glande pinéale, bien que de telles recherches soient encore désespérément rares. Pourquoi, à votre avis, l'étude de la seule substance qui pourrait révolutionner la compréhension de la conscience est-elle si peu financée ? Parce que les conséquences d'une telle découverte sont trop imprévisibles. Le DMT remet en question le fondement même de ce que l'humanité considère comme la réalité. Il brouille la frontière entre le cerveau et l'âme. Il suggère que la perception n'est pas limitée à la chair et aux neurones. Elle est bien plus, et cela effraie un monde construit sur l'illusion des frontières matérielles. Si l'esprit humain est capable de transcender le temps, si la conscience peut quitter le corps tout en conservant une pleine conscience, alors tout ce qui a été dit sur l'homme devra être réécrit. Les manuels scolaires, les dogmes religieux, les institutions sociales, absolument tout. Parce que maintenant, l'expérience humaine n'est plus seulement la survie, le travail et l'obéissance. Elle devient un voyage grandiose vers l'éveil. Et, très probablement, beaucoup ont déjà effleuré ces états sans même s'en rendre compte. Ce rêve qui semblait plus réel que la réalité elle-même, ce moment de méditation où la notion de temps disparaissait, cette soudaine étincelle de perspicacité apparue comme de nulle part, ce ne sont que des aperçus, des fragments de ce dont la conscience est capable lorsqu'elle n'est pas contrainte par les limites de la pensée conditionnée. Le corps est un portail, l'esprit est la clé, et le troisième œil est la porte que le système voulait que les gens oublient complètement. Le DMT n'est pas l'éveil lui-même. C'est une étincelle, un signal, un indice. Il démontre ce qui devient possible lorsque la perception n'est plus filtrée par la peur et le contrôle. Mais il n'est pas nécessaire de courir après la molécule. Il faut éveiller le mécanisme qui se cache derrière. Parce que dès que la glande pinéale est activée, la vision revient. Et pas seulement physique, mais existentielle. On commence à se voir différemment, à voir les autres différemment. On commence à réaliser que la conscience n'est pas enfermée dans notre crâne. Elle est partout, et on en fait partie intégrante. Nul besoin de gourou, de temple ou de cérémonie psychédélique pour activer le troisième œil. Seule la clarté, la persévérance et le silence sont nécessaires. Et surtout, l'intention. Car, contrairement à ce qui a été inculqué, la force recherchée ne se trouve pas à l'extérieur, elle est déjà intégrée à la biologie de chacun. Les traditions anciennes le savaient, et la science les rattrape lentement mais sûrement. Lorsque la respiration, la concentration et la fréquence s'unissent, les parties du cerveau initialement conçues pour percevoir davantage s'activent. On commence à se souvenir comment voir. Commencez par la respiration. La respiration consciente est la clé la plus sous-estimée d'une perception altérée. Lorsque la respiration est contrôlée, le système nerveux l'est aussi. Quand le système nerveux s'apaise, l'esprit s'éclaircit. Des pratiques comme le pranayama, la respiration alternée par les narines, les rétentions de souffle, sont utilisées depuis des millénaires pour diriger l'énergie vers la glande pinéale. Ce ne sont pas des astuces ésotériques, mais des mises à jour physiologiques. Le niveau d'oxygène augmente, celui de CO2 change, l'activité des ondes cérébrales se modifie, altérant littéralement l'état électrique de la conscience. Et lorsque la respiration s'unit au son, le résultat est amplifié. Certaines fréquences, notamment entre 432 et 963 Hz, sont considérées comme résonnant avec la glande pinéale et créant un environnement vibratoire propice à son activation. Les mantras anciens, les sons de diapason, les battements binauraux, les fréquences de solfège, ce ne sont pas des coïncidences, mais des outils pour l'éveil intérieur. Lorsque le cerveau est exposé à ces sons dans un état calme et méditatif, une cohérence est créée, le bruit interne diminue et la voix profonde a la chance de s'exprimer. Et maintenant,
La lumière, non pas artificielle, mais naturelle. La glande pinéale est photosensible. Elle réagit à la lumière du soleil, surtout au lever et au coucher. C'est pourquoi de nombreuses cultures anciennes se tournaient vers le soleil pendant la prière ou la méditation, non comme une divinité, mais pour un ajustement. La lumière solaire matinale contient le spectre complet, mais à une intensité inoffensive. La contemplation solaire sûre et progressive, le sun-gazing, est considéré comme un moyen d'activer la glande pinéale et de réajuster le rythme interne. Lorsque le corps est aligné sur les cycles lumineux naturels, la perception retrouve son état d'origine, pure, réceptive, synchronisée. Le silence est également nécessaire, non seulement extérieur, mais aussi intérieur. Dans un monde dépendant des distractions, le calme est un acte de rébellion. La méditation, concentrée sur le point entre les sourcils ou au centre du cerveau, dirige l'attention directement vers la zone du troisième œil. Avec la pratique, le silence devient un terreau fertile. On commence à ressentir une pression dans cette zone, de la chaleur, des pulsations, des images visuelles derrière les yeux fermés. Ce ne sont pas des hallucinations, mais des signes que le système s'éveille. Les neurones s'activent, les connexions se forment, on commence à voir. Il convient aussi de prêter attention au corps. Posture, alignement de la colonne vertébrale, hydratation, santé intestinale. Tout cela influence l'esprit. Le corps n'est pas séparé du troisième œil, mais est le vaisseau par lequel il s'active. Le Kundalini Yoga l'avait compris. Il unit respiration, mouvement et concentration pour faire monter l'énergie. Lorsque l'énergie atteint la glande pinéale, quelque chose change. La conscience s'élargit, les pensées ralentissent, on commence à s'observer d'un point de vue plus élevé. Et ce n'est pas seulement une sagesse ancienne. Les recherches en neurosciences sur les pratiquants de méditation à long terme montrent une augmentation de la densité de matière grise dans les zones du cerveau liées à l'attention, la régulation émotionnelle et le traitement sensoriel. Les scans EEG démontrent que les états de conscience modifiés s'accompagnent de schémas d'ondes cérébrales cohérents et stables. Theta, delta, gamma. Dans ces états, les gens expérimentent des intuitions, des visualisations et un profond sentiment d'interconnexion. Ce n'est pas une illusion, mais une conception. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour y accéder. Il suffit de se présenter encore et encore avec intention. Chaque fois qu'on prend une profonde inspiration, qu'on ferme les yeux et qu'on dirige l'attention vers l'intérieur, un morceau du mur du conditionnement s'effrite. Le bruit se dissipe et finalement, la vision revient. On commence à voir ce qui a toujours été là, mais qui était caché par les distractions. On ressent une attraction vers la vérité, l'authenticité, la clarté. On commence à parler différemment, à choisir différemment, à penser différemment. La perception n'est pas seulement ce qui est vu, c'est la manière dont on interagit avec la réalité. Dès que l'objectif intérieur devient clair, le monde entier s'aiguise. Et le meilleur, personne ne peut vous l'enlever. Pas une fois que c'est devenu vôtre, pas une fois que c'est devenu réel. Les rituels ne sont pas la force est la personne elle-même. Les techniques sont juste un rappel de ce qui a été oublié. On est né pour voir clairement. On est né pour savoir. Le troisième œil n'est pas un mystère, c'est un mécanisme. Au moment où son activation commence, le système perd son emprise. Les gens qui voient à travers l'illusion ne s'y soumettent pas. Quand le troisième œil s'ouvre, le système ne se brise pas. Il ne peut simplement plus tromper. On cesse d'acheter l'histoire qu'on nous a vendue toute notre vie. On ne voit plus le succès comme un poste, l'intelligence comme des faits mémorisés, le bonheur comme la consommation. Tout commence à bouger. La propagande, le bruit, les distractions infinies perdent leur pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été si forts. Ils ne fonctionnaient que parce qu'on ne les voyait pas. Dès qu'on voit, c'est comme essayer de croire un mensonge déjà démasqué. L'illusion devient transparente et cela rend ingérable. On cesse de réagir à la peur comme on l'attend. On cesse de voir l'autorité comme la vérité et on commence à exiger que la vérité prouve son autorité. On n'est plus impressionné par les titres, les uniformes ou les voix assurées. On regarde l'énergie, l'intention, l'intégrité. On commence à comprendre que la moitié de ce qui passe pour du leadership n'est qu'une performance. Et ceux qui voient vraiment n'ont jamais eu besoin de dominer ou de ressentir le pouvoir. Ce changement est une menace pour tout, car le monde dans lequel on vit est bâti non seulement sur des systèmes, mais aussi sur la perception. L'argent est une croyance, le statut est une perception, la politique est un théâtre. La consommation est une manipulation émotionnelle. Tout cela s'effondre quand les gens commencent à faire davantage confiance à leur ressenti intérieur qu'aux directives extérieures. C'est pourquoi le troisième œil n'est pas mentionné à l'école. C'est pourquoi ceux qui parlent d'intuition sont qualifiés d'irrationnels, non scientifiques, voire instables. Une population qui écoute sa boussole intérieure ne suit pas aveuglément les instructions.
Elle ne s'aligne pas et ne prend pas de décision par peur ou désespoir. Elle ralentit, pose des questions, exige davantage. Imaginez maintenant des millions de personnes éveillées à ce niveau de perception, ne se retirant pas de la société, mais la voyant à travers, ne devenant pas passives, mais dirigeant leur attention vers ce qui compte vraiment. Ces gens ne mordent pas à l'hameçon du clickbait, ils ne sont pas emportés par une rage artificielle. Ils ne paniquent pas quand les médias leur disent d'avoir peur. Ils voient les schémas, ils reconnaissent les manipulations, ils font confiance au silence entre le bruit. Quand de telles personnes se connectent, tout change, car la conscience se propage plus vite que la peur si elle est enracinée dans la clarté. C'est pourquoi l'éveil n'est pas seulement personnel, il est politique. Non pas au sens des partis et des slogans, mais au sens profond du pouvoir. Qui le détient? À qui la cécité profite-t-elle? Qui gagne de l'argent avec la confusion? Et que se passera-t-il quand on cessera de leur donner ce pouvoir? Dès l'instant où l'on commence à penser par soi-même, depuis un lieu de connaissance intérieure, on devient une anomalie dans leur système. On devient celui qu'on ne peut pas tracer, pas vendre, pas prédire. Voilà ce qu'est la vraie liberté, non pas une rébellion pour le chaos, mais un silence si profond qu'il est impossible de le perturber par le bruit. Ils ne craignent pas les révoltes. Leur vraie peur est la clarté, car la clarté mène inévitablement à l'alignement. Et les personnes qui atteignent un état d'alignement n'ont pas besoin de correction, de distraction ou de médicaments. Elles n'ont besoin que d'espace. Elles ont besoin de vérité et de soutien mutuel. C'est pourquoi le système cherche à maintenir chacun dans un état de désunion, d'isolement, de dépendance à l'approbation extérieure. Ce n'est pas juste du contrôle, c'est une fragmentation délibérée. Si l'on cessait un jour de se percevoir comme une partie séparée du tout, on réaliserait l'immensité de sa force intérieure. Le troisième œil révèle la toile invisible sous la surface, l'énergie qui relie tout ce qui existe. Il change non seulement la perception du monde, mais aussi la participation à celui-ci. Soudain, on cesse d'être un consommateur passif pour devenir un créateur actif. On n'est plus une victime des circonstances, mais le miroir de sa propre intention. On cesse d'errer dans le brouillard, devenant la clarté qui le dissipe. Et voici le paradoxe. Plus la perception est claire, moins on ressent le besoin de la prouver. On ne discute pas pour avoir raison, on parle pour être authentique. On ne cherche pas à convaincre, on ne fait que refléter la vérité. Et c'est ce que le système est incapable de reproduire. Il peut imiter le langage, les tendances, les mouvements, mais il ne peut pas créer la présence de celui qui voit vraiment. Cette présence change tout. Elle adoucit les endurcis, éveille les endormis, rappelle aux gens ce que la vérité ressent quand ils l'ont oublié. C'est pourquoi le troisième œil est plus important que jamais. Quand il s'ouvre, on ne change pas seulement sa vie. On devient celui qui transforme l'atmosphère de chaque pièce où l'on entre. C'est ce dont le monde a le plus besoin actuellement. Quand le troisième œil est ouvert, la vie ne devient pas plus facile. Elle devient plus claire, et cette clarté change tout. On commence à réaliser que beaucoup de choses qu'on portait n'ont jamais été les nôtres. Les rôles qu'on jouait, les croyances qu'on a absorbées, les objectifs qu'on nous a appris à viser. Tout cela perd son pouvoir. On cesse d'essayer de s'intégrer dans des systèmes qui nous épuisent. On cesse de mesurer sa valeur par la productivité ou l'approbation. On ne quitte pas la vie. On commence à la vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Le changement se produit à l'intérieur, mais son écho se fait sentir à l'extérieur. On commence à dire non, non par rébellion, mais par alignement. On cesse d'apparaître là où notre âme se fige. On se retire des conversations qui nous rabaissent. On lâche prise sur les relations construites sur l'illusion. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie devenir honnête. Le troisième œil ne rend pas spécial, il rend souverain. Et la souveraineté exige l'intégrité dans chaque choix. La vision devient significative. On ne se meut plus par réaction, mais par intention. On se réveille et on ne demande pas « que dois-je faire ?» mais « qui dois-je être ?» Et dans cette question, tout commence à s'adoucir. La pression, l'agitation, la comparaison, tout commence à disparaître. On cesse d'essayer de surpasser les autres, car on comprend enfin, la vraie course n'a jamais été à l'extérieur. Elle était à l'intérieur, contre sa propre programmation, contre cette voix qui disait « tu dois être plus, faire plus, prouver plus ». Mais maintenant cette voix s'est tue, et dans le silence, on commence à entendre autre chose. Son intuition, sa clarté, sa vérité. Voilà cette intelligence à laquelle on n'a jamais appris à faire confiance, car elle ne parle pas le langage de la logique et des données. Elle parle à travers l'énergie, la résonance, la connaissance. Elle indique quand quelque chose est juste, avant même qu'on puisse l'expliquer. Elle mène sur des chemins que l'esprit n'aurait pas choisis, mais que l'âme sait devoir emprunter. Voilà ce qu'est la vraie intelligence, libérée des scénarios imposés.
Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit d'être connecté. On commence à remarquer comment son corps réagit à la vérité, comment l'estomac se serre face au mensonge, comment la poitrine se détend en accord. On lit les gens non par leurs mots, mais par leur fréquence. On n'écoute pas seulement, on ressent ce qui est sous-entendu. Et on fait confiance à cela, car cette confiance est gagnée par la pratique, par la présence, par le lâcher-prise de tout ce qui ne résonne plus. Et c'est alors que tout commence à changer. Des opportunités arrivent qui correspondent à la nouvelle vibration. Les conversations deviennent plus profondes, le temps s'étire, les coïncidences se multiplient. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. On devient un diapason pour la vérité, et son monde extérieur commence à refléter sa clarté intérieure. Mais ce changement n'est pas seulement pour soi, il est pour ceux qui nous entourent. Dès qu'on commence à vivre à partir d'un niveau d'intelligence plus élevé, notre présence donne aux autres la permission de faire de même. On montre l'exemple de ce que signifie agir depuis l'âme et non la survie, vivre depuis les sens et non les attentes. Et cette influence se propage au-delà de ce qui peut être mesuré. C'est pourquoi l'éveil est important, non seulement parce qu'il nous change, mais parce qu'il éveille les autres. On cesse de participer au bruit, et notre silence résonne plus fort que les mots. On cesse de courir après le pouvoir, et notre immobilité devient un aimant. On cesse de se battre pour une place dans des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour notre liberté, et notre existence même devient un acte de résistance. Mais voici ce que beaucoup manquent. L'éveil n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un choix quotidien. Être ouvert, être honnête, rester aligné. Le troisième œil ne fait pas de nous un prophète ou un maître. Il enlève simplement tout ce qui n'est pas authentique. Et cela peut parfois se ressentir comme de la solitude. Mais la solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est une préparation à un autre type de vie, où la vérité est la boussole, où la vision guide les pas, même si le chemin est incertain. Si quelqu'un a lu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en lui s'éveille déjà. Le monde ne fera pas de pause pour notre éveil. Mais une fois éveillé, le monde ne sera plus jamais le même. Il n'y a pas de cérémonie, pas d'explosion, pas d'éclair. Quand le troisième œil s'ouvre enfin, c'est plus silencieux qu'il n'y paraît. Il ne s'annonce pas. Il dissout les mensonges et révèle ce qui a toujours été la vérité. On n'acquiert pas de pouvoir soudainement. On cesse simplement de le céder. Le changement se produit par couches, en des moments, dans les interstices entre les pensées, où la vérité nous trouve. Dès que cela se produit, on commence à voir différemment, non pas juste avec plus de détails, mais avec plus de sens. On réalise, la vie ne nous est pas arrivée, elle est passée à travers nous. Chaque distraction, chaque échec, chaque étrange connaissance intérieure qu'on ne pouvait expliquer, tout cela nous a menés à ce point. Au moment où l'on a décidé de voir clairement, non pas avec les yeux physiques, mais avec ce qui se trouve derrière eux, cette partie de soi qui n'est pas limitée par le langage et la logique. Cette partie qui voit ce qui ne peut être vu, ressent ce qui ne peut être dit, c'est sans preuve. Et on n'a pas besoin de l'expliquer. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de reconnaître. Certaines vérités sont trop profondes pour les mots. Elles doivent être vécues, non prononcées. Le troisième œil n'est pas une médaille ni une astuce. C'est un retour à la clarté, à l'intuition, à la tranquille certitude qu'on n'est plus qu'un nom, un travail ou un passé. C'est la conscience. Et quand cette conscience s'aiguise, notre environnement répond. Nos décisions commencent à s'aligner sur nos vraies valeurs. On cesse de courir vers ce qui semble bon, et on commence à se diriger vers ce qui semble juste. On écoute davantage, parle moins, observe sans jugement. On remarque comment l'énergie d'une pièce change quand quelqu'un rentre, comment le silence dit parfois plus que les mots. Comment la nature parle à travers les motifs et les pauses. On cesse d'essayer de fuir le moment présent, car on voit maintenant, le présent est le seul endroit où quoi que ce soit se produit. Mais il ne faut pas confondre clarté et confort. Voir clairement, c'est faire face à ce qui a été ignoré. C'est prendre la responsabilité des parties de sa vie construites en pilote automatique. C'est ne plus blâmer le système tout en y participant, car maintenant on sait. Et quand on sait, on peut choisir. Ne pas réagir, ne pas se justifier, ne pas s'adapter, mais s'aligner. Ne pas se conformer, mais créer. Et on ne créera pas seulement du contenu ou une carrière, mais des réalités, des énergies, des ondes. Notre présence, autrefois façonnée par l'anxiété ou la survie, commence à avoir du poids. Elle apaise les gens autour. Elle parle avant même qu'on ouvre la bouche, on devient un miroir de la vérité. Non pas parce qu'on connaît toutes les réponses, mais parce qu'on pose enfin les bonnes questions. Voilà ce que donne le troisième œil, non pas l'incertitude, mais la vision. Une manière de traverser l'inconnu sans exiger qu'il soit sûr. Quand le monde tentera de nous ramener en arrière, et il le fera, on ne paniquera pas. On s'arrêtera simplement,
car on a déjà vu à travers le voile. Ce qu'on a vu n'a pas seulement changé nos pensées, cela a changé notre centre. Notre point de référence n'est plus le bruit, mais le silence en dessous. De cet endroit, on commence à bouger avec intention, avec clarté, sans excuse. Non pas meilleur que les autres, mais profondément authentique. Si plus de gens vivaient ainsi, tranquillement éveillés, profondément alignés, faisant confiance à l'œil intérieur plutôt qu'au chaos extérieur, le monde n'aurait pas besoin d'être sauvé. Il aurait juste besoin de se souvenir. Se souvenir que les gens n'ont jamais été faits pour regarder à travers des écrans, mais pour voir à travers l'esprit. Que la vérité n'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est ce qui est enlevé pour être révélé. Que l'œil n'a jamais été fermé. Il était juste couvert. Maintenant, la couverture est levée. Maintenant, on a vu. Maintenant, le travail commence, non pas là-bas, mais ici, à l'intérieur. À chaque inspiration, à chaque choix, à chaque instant où l'on décide de rester éveillé au lieu de se rendormir.